Bonjour à tous, bonsoir, enfin ça dépend où on est en fait, si on est en France métropolitaine ou dans les Outre-mer. Alors accrochez vos ceintures parce que ça va être assez dense, il y a beaucoup de choses à dire, on va voyager dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace parce que comme vous le savez, la France elle est présente sur les 4 océans. Il y a 14 territoires éparpillés un peu partout dans le monde et parce qu'il y a une histoire de plus de 5 siècles et qu'on va aussi parler de l'avenir. Alors déjà, premièrement, je ne sais pas si vous saviez qu'aujourd'hui c'est un jour férié. Je ne sais pas si vous êtes allé travailler aujourd'hui, en tout cas, sachez qu'en France c'est férié, du moins à La Réunion c'est férié. Tous les 20 décembre à La Réunion c'est la fête CAF, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage qui a été aboli le 27 avril 1848 par le député Victor Schœlcher, entre autres. Voilà, alors là, pour la petite histoire, la fête CAF, ça veut dire la fête des cafres. Et les cafres, en fait, alors attention, au départ, c'était désigné de manière très péjorative, mais c'était en fait les hommes et les femmes qui étaient venus d'Afrique, de l'Est africain. Donc du côté, en fait, comme vous pouvez le voir, alors attendez, parce que là, il y a... sur cette image, du côté donc, de l'actuel Mozambique, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud éthiopien, etc. Et que la France a importé pour les emmener en fait, sur l'île Bourbon, qui se situe sur la carte que vous pouvez voir donc, à l'est de Madagascar, et qui deviendra ensuite la Réunion. Donc c'est l'époque de Louis XIV, on est en 1654, la France prend possession de la Réunion et commence sur ce territoire-là, en tout cas, eh bien, la grande période de l'esclavage, donc dans les champs de café, de cacao, de vanille. Et pour, disons, la petite ou la grande histoire, moi je suis allée à La Réunion il y a quelques années, et ce que j'ai trouvé extrêmement marquant, en fait, c'est que toute cette histoire en fait, des esclaves, elle est encore très présente dans l'histoire actuelle, puisque vous avez tout un ensemble de noms de lieux qui ont pris les noms en fait, des anciens cafres. Vous avez la plaine des Cafres, et puis vous avez tout l'intérieur, ce qu'on appelle les hauts de La Réunion, la montagne, qui a pris les noms, c'est même plus que les cafres, c'est les noms des marrons, ce qu'on appelle les nègres marrons, c'est-à-dire les esclaves qui s'évadaient des plantations et qui allaient se réfugier dans la montagne, qui étaient inaccessibles. Donc vous avez plein de noms, Marianne, Mafat, Dimitil, Decotte, qui sont les noms des lieux-dits dans les montagnes, qui prennent les noms de ces nègres marrons. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait le XVIIIe siècle a été meurtri par des terribles guérillas de chasseurs de marrons qui étaient envoyés de la part des maîtres qui en fait avaient leur plantation dans les bas. Et dans les bas, en fait, tout au long de la côte, vous avez là les Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Gilles, Sainte-Rose, etc., qui en fait prennent les noms en fait, des saints catholiques qui avaient été importés par les maîtres. En fait. Donc vous avez vraiment cette dichotomie qui est vraiment dans la géographie et toute cette histoire. Alors évidemment, cette histoire des marrons, elle est présente partout. Et elle est présente évidemment également en Guyane et dans les Antilles. Donc la Guyane, vous voyez sur la carte, c'est vous voyez, c'est marqué France, hein, en vert, en haut à droite. Et la Guyane était évidemment la porte d'entrée en fait, de toute l'Amazonie, toute la grande forêt d'Amazonie. Et donc à l'époque, quand les esclaves s'évadaient des plantations, donc les fameux nègres marrons, eux ils pouvaient aller très très loin en fait en Amazonie, dans la forêt. Et parfois ils se retrouvaient à rencontrer des Amérindiens qui vivaient à l'état primitif. Et donc du coup ils prenaient aussi leur mode de vie primitif et ça a donné en fait le peuple des Bushinengués, qui fait encore aujourd'hui aussi partie de l'actualité de la Guyane, puisque c'est une tranche de sa population, qui est une population très multiculturelle, mais qui malheureusement est une tranche très pauvre de la population guyanaise. Alors évidemment, cette histoire, tout ça renvoie à l'histoire très connue et très tragique du commerce triangulaire. Donc là, vous voyez sur la carte le trafic. Donc on part du port de Nantes ou de Bordeaux ou de La Rochelle. On achemine, disons, des produits manufacturés, donc les tissus, mais aussi les armes, l'alcool. Et puis on va sur les rives du Bénin, vers la Gambie, le Libéria, etc. Et là, on importe des Africains qui ont été chassés par des rabatteurs africains et français. Et on embarque notamment sur l'île de Gorée au Sénégal pour aller ramener, en fait, faire la traversée de l'Atlantique et ramener des esclaves dans les Amériques et puis dans les Antilles françaises,
Donc vous voyez, donc Saint-Domingue, à l'époque, la Martinique, la Guadeloupe, il y avait aussi Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et la Guyane en Afrique du Sud. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même, c'est difficile à chiffrer, mais on recense à peu près 15 à 20 millions d'esclaves africains qui auraient été, à l'époque, donc là c'est à partir du XVIIe siècle, qui auraient été en fait capturés en Afrique. Donc une partie serait restée esclave sur place d'ailleurs. Donc c'est quand même pas rien. Et à savoir aussi qu'en 1685, vous avez le fameux Code noir, rédigé par Colbert à la demande de Louis XIV, où on va légiférer sur le traitement, sur la manière dont les maîtres vont se comporter vis-à-vis des esclaves. Donc ça mettra un peu de limite, mais ça restera encore quelque chose d'extrêmement d'extrêmement violent en fait, dans le traitement de ces esclaves. Et puis, parmi les 15 à 20 millions d'esclaves qui sont capturés en Afrique, là aussi c'est difficile à chiffrer, mais on estime qu'il y aurait entre 20 et 50% de gens qui seraient morts sur le chemin entre l'Afrique et les Amériques. Donc c'est absolument énorme. Et ça, c'est une grande fêlure de l'histoire, en fait, dont on parle très peu ici en France, enfin aujourd'hui, et qui est d'autant plus difficile à refermer qu'aujourd'hui subsiste en fait, dans les Outre-mer tout un débat sur la problématique en fait, de la réparation. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a mis fin à l'esclavagisme, officiellement en France en 1848, les esclavagistes ont été indemnisés de manière quand même assez importante pour le manque à gagner, en fait, évidemment économique, selon les critères de l'époque, de ne plus avoir d'esclaves. Par contre, les esclaves, eux, ils n'ont pas été indemnisés. Et en réalité, les esclavagistes ont été indemnisés, et après, ça a créé, en fait, au fur et à mesure, des descendances, les fortunes des descendants d'esclaves, qui sont aujourd'hui toujours extrêmement importants au niveau économique sur les îles dans les Outre-mer, et qu'on appelle d'ailleurs souvent les béquets, les descendants, les anciens colons, et qui ont le contrôle sur tout un ensemble, disons, de secteurs économiques. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est une fêlure de l'histoire qui est d'autant plus difficile à refermer que surtout, et on le verra tout à l'heure, elle est toujours agissante sur plein de plans, et notamment au niveau économique et culturel. Alors il y a quand même eu la loi Taubira, en fait, je ne sais pas si vous saviez, le 21 mai 2001, qui a reconnu officiellement la traite et de l'esclavage transatlantique comme crime contre l'humanité. Donc, il y a chaque 10 mai de l'année, il y a normalement la fête de l'abolition en fait, de l'esclavage. Mais moi, ce que je propose, j'en discutais avec un sympathisant qui est d'origine antillaise, c'est que finalement, pour qu'on puisse vraiment composer une histoire commune et qu'on se connaisse un peu les uns les autres, c'est qu'il y a une fête de l'abolition de l'esclavage qui soit un jour férié, commun à tous, qui soit férié pour tout le monde, y compris comme on a l'armistice par exemple, et qui soit commun. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le 20 décembre que c'est fêté à La Réunion, mais à la Guyane, c'est fêté le 10 juin, à la Guadeloupe et la Martinique, c'est fêté le 21 juillet. Donc en fait, voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire commune de ce point de vue-là, ni dans les Outre-mer, ni finalement avec les Français métropolitains. Alors justement, en parlant d'histoire commune, je ne sais pas si on va faire un petit test sur nos connaissances communes. Je ne sais pas si vous savez quelle a été la première colonie à prendre son indépendance. Oui. Bon, il y en a un là-bas au fond. Ouais, enfin bon. Il me semble que c'est Haïti. Ouais. Bon, ça va, et encore, ça va, ça me rassure. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas Haïti. Ça s'appelait Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, donc voilà, donc pour situer les choses, ça c'est une carte ancienne, vous avez donc les Antilles qui sont tout cet arc d'îles entre la Floride et l'Amérique du Sud. Donc vous avez les Antilles françaises qui se trouvent entre autres dans les toutes petites îles qui sont au sud de cet arc, au sud-est. Et puis au milieu, vous avez les deux grosses îles. Donc vous en avez une, c'est Cuba, et vous avez la Jamaïque, et vous avez à l'est Saint-Domingue. Donc c'était à l'époque la plus riche colonie sucrière des Antilles. Donc en 1791, alors on est en pleine période de la Révolution française. Et évidemment, la Révolution française, avec les bateaux, elle commence à apporter sur les îles des idées d'émancipation.
abolition des privilèges, d'égalité, etc. Et il y a une catégorie de la population là-bas qui s'appelle les mulâtres, dans toutes les îles, hein, qu'on a citées, la Réunion ou les Antilles ou la Guyane, donc qui sont en fait des métis, qui sont des fils de blancs et d'esclaves et de noirs, et qui, eux, ont eu le droit, en fait, je crois que c'est grâce au Code noir d'ailleurs, si on peut dire, d'être libres. Et donc, du coup, comme ils sont libres, ils ont accès, en fait, à l'écriture et à la lecture, donc ils peuvent, disons, devenir plus éduqués et être particulièrement sensibles, avoir les moyens, en fait, de se sensibiliser sur ce type d'idées intellectuelles. Et donc, ils vont se battre beaucoup pour leurs intérêts, en fait, parce qu'ils n'avaient pas réellement totalement les mêmes intérêts que les Blancs, pour pouvoir avoir cette réelle égalité. Et il faut savoir aussi que à Saint-Domingue, vous avez entre 500 et 800 Noirs libres qui sont allés aider la Révolution américaine, en fait, à l'époque, et notamment qui ont participé à la bataille de Savannah. Donc voilà, il y a une espèce de bouillonnement, en réalité, et à tel point qu'à un moment donné, il va y avoir une véritable révolte, mais là des esclaves noirs, qui vont, alors de manière extrêmement violente, hein, en réalité, qui vont en fait s'insurger tous ensemble, ils se sont donné le mot, contre leur maître. Donc ça va être des massacres, et ça va durer, et en fait ils vont vraiment avoir le dessus sur eux, et ça va durer pendant des mois en fait. Donc il va y avoir une guérilla pendant des mois, et de fil en aiguille, il y en a un qui s'appelle Toussaint Louverture, et qui est un noir libre, qui a été affranchi, qui a eu le droit d'apprendre à lire et à écrire grâce à ses maîtres plus sympathiques. Et lui va prendre la tête de la révolte des Noirs esclaves. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que de manière extrêmement intelligente et un grand stratège, il va réussir à affronter les Français, les Espagnols, les Anglais. Il va réussir à faire des alliances avec les Anglais, les Espagnols contre les Français. Enfin, il va y avoir plein de stratégies. Et ça va durer très très longtemps et les Français ne vont vraiment pas réussir à s'en sortir. Et donc, avec l'aide de réseaux abolitionnistes en Europe notamment, il jouera un grand rôle dans la première abolition de l'esclavage, qui aura lieu en France en 1794, parce qu'il y a eu une abolition de l'esclavage avant 1848 en fait. Et ce qui est aussi très très intéressant, je vous ai parlé des Noirs libres de Saint-Domingue qui avaient été combattre pendant la Révolution américaine. Eh bien, il va travailler avec le secrétaire américain au Trésor Hamilton, qui a travaillé sur la Constitution américaine et qui est à l'origine de la première banque nationale, pour rédiger en fait la première constitution de Saint-Domingue, et qui va devenir donc la première république noire. Donc la constitution sera rédigée en 1801 et ça deviendra la première nation noire indépendante le 1er janvier 1804, et c'est là que ça prendra le nom de Haïti. Alors la tragédie dans l'histoire, c'est que Toussaint ne verra pas cette indépendance réellement puisqu'il va être capturé sous Napoléon. Il va être enfermé dans le Jura, où il va mourir en 1803, au fort de Joux. Et c'est en fait donc Napoléon va être de mèche avec Jefferson pour rétablir l'esclavage. Donc il va rétablir l'esclavage. Et c'est donc un ami, en fait, un lieutenant de Saline, de Toussaint Louverture, qui prendra la tête de cette nouvelle nation indépendante. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un deuxième test pour voir si on est dans cette connaissance commune de notre histoire commune. Pour savoir si vous connaissez vos outre-mer, parce que souvent on parle des dom-tom, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'est dom ou qu'est-ce qu'est tom. Alors, c'est quoi les dom? Ah, moi, pas les ultramarins, je sais qu'ils savent. C'est les départements d'outre-mer. Ouais, c'est lesquels? Ah ah! Oui, je suis bête. Bon, ok. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais vous expliquer. Voilà, ça c'est la carte des départements d'outre-mer. Donc il y a 14 territoires en tout, hein, sur 4 océans. Donc les DOM, c'est essentiellement ce dont on a parlé. C'est la première colonisation, la première vague de colonisation depuis 1600 et quelques. C'est donc la Réunion vers Madagascar, c'est la Guyane en Amérique du Sud, c'est tout ce qui est en bleu sur la carte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est la Martinique et la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est aussi Mayotte, mais ça ne l'était pas au début. Donc Mayotte, c'est entre Madagascar et l'Afrique. En gros, les DOM, c'est devenu des départements en 1946, à part Mayotte. Grâce à la bataille d'intellectuels à l'époque, qui se sont battus pour avoir les mêmes droits
que les départements français, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, en fait, un affranchi était quand même très très pauvre, en fait, beaucoup plus pauvre en fait qu'un blanc. Et donc, du coup, en fait, sous la coupe de Aimé Césaire et d'autres hommes d'État et députés comme Léopold Bissol, Gaston Monerville, il y a même eu Raymond Vergès, il y a toute une bataille en fait, pour départementaliser donc, ces territoires-là. Donc, ils deviennent les DOM. Et il faut savoir que on leur doit bien la France leur devait ça d'autant plus qu'ils se sont quand même beaucoup battus aussi aux côtés de De Gaulle pendant la guerre. Donc voilà, il y a quand même un sentiment patriotique. Voilà. Alors aujourd'hui, ça ne s'appelle plus les DOM, ça s'appelle les DROM, parce qu'ils ont acquis aussi le statut de région d'outre-mer. Donc ils ont une compétence supplémentaire, département et région d'outre-mer, et ils font partie de l'Union européenne. Alors après, vous avez les TOM. Donc grosso modo, c'est les colonies les plus tardives. Donc c'est essentiellement la deuxième vague de colonisation qui a lieu au milieu du 19e siècle, quand la France s'industrialise et elle a besoin en fait, d'aller chercher des matières premières ailleurs, du côté en fait, de l'océan Indien et du Pacifique, et qu'à l'époque, elle veut aussi contrôler le canal du Mozambique, parce que le canal de Suez n'est pas encore ouvert. Donc ça aussi, c'est l'époque où Mayotte devient française, c'est pour ça qu'au départ, c'était un tome. Et donc là, vous avez la Nouvelle-Calédonie, qui se situe à l'est de l'Australie. Vous avez Wallis et Futuna, encore plus à l'est. Et puis après, vous avez la Polynésie française, donc carrément au milieu du Pacifique, encore plus proche de l'Amérique du Sud quand on va vers là-bas. Vous avez aussi les terres australes, les îles Crozet, Kerguelen, etc., Terre Adélie du côté de l'Antarctique. Clipperton aussi, qu'on connaît très peu, au large du Mexique. Vous voyez, à gauche du Mexique. Il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est situé du côté de Terre-Neuve. Donc voilà, très très haut, là où il fait froid, vers le Canada, qui a été découverte d'ailleurs beaucoup plus tôt, en fait, en 1534 par Jacques Cartier. Mais ça a été, en réalité, c'est devenu français qu'en 1816, après une grande bataille entre la France et l'Angleterre. Donc, en fait, les TOM, j'espère que j'en oublie pas, ils ont un statut qui est beaucoup plus autonome que les départements d'outre-mer. Ils ont des assemblées territoriales, ils ont une autonomie douanière et fiscale, ils ont leur propre système de protection sociale. Alors, ils ont une autonomie douanière et fiscale, d'autant plus qu'on sait que Johnny est parti être enterré à Saint-Barthélemy. Et évidemment, forcément, c'est presque un paradis fiscal. Donc, il y a du beau monde là-bas, et c'est aussi la raison pour laquelle Saint-Barthélemy a été très peu touché par le cyclone par rapport à Saint-Martin, qui est à côté, qui est très pauvre, parce que vous avez des super villas qui sont super aux normes et qui résistent, en fait. Voilà, donc, et vous avez aussi certaines qui ont leur propre monnaie. Le franc Pacifique, tous ceux qui sont du côté de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française en fait. Même si c'est la France qui bat monnaie et qui a autorité dessus, mais c'est le franc Pacifique. Alors, je vais m'attarder sur la Nouvelle-Calédonie parce que, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, si vous suivez un petit peu, il va y avoir dans un an un référendum et on ne sait pas si la Nouvelle-Calédonie va rester française. C'est un référendum d'autodétermination. Et c'est une histoire qui est très violente, en fait, l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. C'est un peuple qui qui a presque 3 millénaires, c'est les Mélanésiens, donc on appelle les Kanaks, et que la France est venue donc, au XIXe siècle coloniser, notamment à cause de ses ressources en nickel. Et ça a été tellement violent comme colonisation que le peuple kanak a presque failli disparaître, en fait. Et à tel point même que la France a eu besoin de repeupler l'île et qu'elle a fait venir donc beaucoup de gens de France métropolitaine et notamment des bagnards. Il y avait un bagne là-bas. Il n'y a pas que à Cayenne en fait. Et on envoyait souvent les gens, on reléguait les gens qui avaient beaucoup de problèmes en France, comme par exemple les insurgés de la Commune de Paris, on les envoyait là-bas. Allez hop, on ne sait pas régler le problème en France, donc allez dans les Outre-mer. Donc forcément, ça a des conséquences en fait. Ça a des conséquences même aujourd'hui. Donc on a une histoire politique et sociale qui emporte aujourd'hui les stigmates avec des confrontations violentes jusque dans les années 80 qui ont eu lieu entre les Kanaks et les non-Kanaks, c'est-à-dire les descendants de colons, donc ce qu'on appelle les Caldoches. Et il y a toute une problématique autour de la spoliation des terres des Kanaks qui est assez sensible là-bas par les Caldoches.
Il faut savoir qu'en 1947, les natifs n'étaient pas encore citoyens, mais ils étaient encore sujets. En 1947. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un accord qui est très connu qui s'appelle les accords de Matignon, qui ont été signés en 1988 sous l'égide de Michel Rocard. Et à l'époque, c'était quand même une grande percée parce qu'il y a eu tout un affrontement qui a fait beaucoup de morts, qui a fait 23 morts, dont 21 Kanaks, l'incident de la grotte d'Ouvéa, pour ceux qui connaissent, suite à la mort d'un dirigeant kanak. Et là, ils ont réussi en fait à mettre autour d'une table, donc avec Michel Rocard, Jacques Lafleur, qui était le leader du camp plus ou moins caldoche, et non indépendantiste en tout cas, et Jean-Jacques Tjibaou, qui était le leader en fait des indépendantistes kanaks, donc du FLNKS. Donc c'était un moment qui a ouvert, donc ils ont ouvert tout un agenda en fait pour faire ce qu'ils appelaient la reconnaissance du peuple kanak, le rééquilibrage socio-économique entre les Kanaks et les Caldoches, leur donner plus de droits, etc. Et malheureusement, en fait, il y a eu un an après, en 1989, Jean-Jacques Tjibaou, qui était très apprécié, a été assassiné en fait. Voilà. Donc ça, c'est le centre en fait Tjibaou, qui est un centre culturel qui a été, je crois, inauguré, si je ne me trompe pas, sous Mitterrand, et qui officiellement rappelle donc Tjibaou et surtout son combat pour la reconnaissance de l'identité culturelle kanak. Donc ensuite, il y a eu les accords de Nouméa, 10 ans après, en 1998. Donc pour aller encore plus loin dans cette ligne-là de réforme et de rééquilibrage entre les niveaux de vie Kanak et Caldoche. Il y a eu des réformes institutionnelles, on a donné plus de pouvoir aux Kanaks dans les institutions. On a fait valoir leur droit coutumier dans la justice locale, au niveau institutionnel aussi. On leur a donné un pouvoir économique aussi dans les mines de nickel. Et donc, mais bon, vous le verrez tout à l'heure, on est encore très très loin du compte en termes de rééquilibrage, hein, très très loin. Donc voilà, en tout cas, on arrivera à la fin de ce processus en fin d'année prochaine, en 2018. Déjà, le gouvernement est en train de préparer avec les Calédoniens en fait le processus, et on ne sait pas si l'île sera indépendante, en statut d'État associé, autonome ou autre. Donc une affaire à suivre. Alors donc tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de Mayotte, qui a eu une histoire un peu à part, qui est passée de Tom à Dom. Donc en fait, Mayotte, donc vous le voyez sur la carte, hein, vous avez Madagascar, vous avez les Comores, et vous avez Mayotte, qui est située entre les deux. Donc géographiquement, elle fait partie de cet archipel Madagascar, Comores, Mayotte. Mais je dis bien géographiquement, parce que en fait, d'un point de vue du statut, en tant que tel, tout le monde n'est pas d'accord pour dire au niveau du statut de chaque île les unes par rapport aux autres. C'est une île, il faut savoir que Mayotte est essentiellement musulmane en fait, parce que, alors c'est de peuplement afro-malgache, mais à partir du 7e siècle, les Arabes sont installés là et ont beaucoup influencé en fait. Voilà, il y avait même des sultanats depuis le 16e siècle dans chaque île. Et la France achète Mayotte en 1841 à un sultan. Et en 1886, c'est le reste de l'archipel des Comores qui devient protectorat français. Donc vous voyez qu'il y a une histoire qui est un peu à deux vitesses. Et voilà. Alors ce qui se passe, c'est qu'en 1975, quelques siècles plus tard, enfin non, un siècle plus tard, les Comores vont prendre leur indépendance, mais pas Mayotte. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails hein, sur le pourquoi, le comment. Donc du coup, Mayotte va rester en France, elle restera un tome. Et il y a eu un référendum en 2009 où la population a majoritairement demandé en fait, à être acceptée d'être département français. Donc depuis 2009, c'est un DOM et un DROM, donc département et région d'outre-mer depuis 2011. Mais pour avoir discuté donc, avec nos amis mahorais, qui sont notamment très impliqués avec nous politiquement et sympathisants, et des amis comoriens, il y a beaucoup, on le verra, il y a beaucoup de tensions, mais il y a au moins une entente sur le fait que ce qui est clair, c'est qu'à chaque étape, la France n'a jamais joué un rôle clair et que le plus souvent, elle a plutôt été là pour diviser, pour mieux régner, plutôt que pour essayer de créer les conditions en fait, d'un savoir-vivre en commun. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui est devenu Mayotte au XXe siècle? Voilà, donc ça, c'est Mayotte. Ça, c'est une photo qui a été prise en décembre dernier. Donc, on n'est pas en Afrique, on est en France. Voilà.
Et donc là, vous avez un enfant qui vient s'approvisionner en eau parce qu'il n'y a plus d'eau. Il y a eu en fait une pénurie d'eau à Mayotte qui a duré des mois, entre décembre et mars. Et le gouvernement français n'a rien fait, on n'en a pas entendu parler. Donc ce qui fait qu'en fait, il y avait presque plus d'eau potable. Donc du coup, les gens venaient s'approvisionner sur des rampes en eau non potable. Et voilà, et clairement, à Mayotte aujourd'hui, faut voir que plus d'un tiers des habitants vivent dans des logements insalubres, qui n'ont pas d'accès ou un accès limité à l'eau potable, et un réseau d'assainissement, les réseaux d'assainissement, c'est une catastrophe, et que la typhoïde, c'est endémique sur l'île, et ainsi que la leptospirose, dont il y a des liens avec les eaux souillées. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment structurel, quoi, qui est absolument dramatique. J'ai une autre photo aussi de Mayotte. Voilà. Donc ça, c'est pas les toilettes de l'autoroute. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il y en ait. C'est les toilettes d'une école à Mayotte. Voilà. Donc les derniers travaux, c'était l'année précédente pour refaire la peinture. Mais par contre, les toilettes... En réalité, ça, c'est quand les écoles ont la chance d'avoir des toilettes à Mayotte. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Voilà. Et sachant que par ailleurs, à Mayotte, il n'y a pas de cantine scolaire. Donc ils se débrouillent. Il n'y a pas d'infirmier scolaire et parfois il n'y a pas de classe tout court, en fait. Voilà. Ou alors ils font des roulements entre le matin et l'après-midi pour pouvoir bénéficier des locaux. Voilà, une autre photo de Mayotte. Donc c'est pas Haïti, c'est Mayotte. Donc c'est la France, je répète. 80% des Mahorais recensés vivent sous le seuil de pauvreté. Sachant qu'il y a une immigration massive du coup qui vient des Comores et de Madagascar, et on estime qu'il y aurait à peu près, il y a 230 000 Mahorais recensés, dernière nouvelle, et on estime qu'il y aurait l'équivalent en plus en population immigrée, parmi lesquels 40% en fait irréguliers. Donc je ne sais pas si vous imaginez avec les infrastructures qu'il y a comment c'est ingérable en fait. Alors ce qui a été recensé aussi, les estimations, c'est qu'il y aurait depuis 1995 entre 7 000 et 10 000 morts par noyade. On parle beaucoup, en fait, vous savez, on parle beaucoup des migrants qui meurent en Méditerranée, mais il y a les migrants qui meurent aussi entre les Comores et Mayotte, voilà, qui viennent sur les bateaux la nuit, ce qu'on appelle les kwassa-kwassa. Et en fait, bon, voilà, ils essayent d'avoir le droit du sol à Mayotte, ce qui est un très grand problème. Et en fait, non seulement ça crée une immigration de masse et beaucoup de problèmes sur place, mais en plus, voilà, ça crée des morts. Il y a environ, alors à Mayotte, il y a environ 80 médecins titulaires en tout. 80 médecins. Ça veut dire 14 pour 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous faites le calcul, combien ça fait de patients par médecin. Les chambres d'hôpitaux, c'est absolument minuscule. Il y a jusqu'à 4 ou 5 lits. Du coup, évidemment, c'est une promiscuité qui fait qu'il y a un risque de contagion par maladie nosocomiale qui est énorme. Quand les malades sont atteints de pathologies graves, ce qui arrive souvent du coup, souvent ils sont condamnés parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens suffisants, enfin les soins, on ne peut pas leur donner des soins en fait. Donc s'ils ont de l'argent, ils vont à La Réunion se faire soigner ou en métropole, mais s'ils n'en ont pas, comme la plupart du temps, tant pis pour eux. Et puis le grand problème aussi, c'est le centre pour prématurés parce qu'il y a très peu de place. Je crois qu'on peut accueillir que 30 nouveau-nés. Et les femmes comoriennes viennent massivement en fait, immigrer pour avoir le droit du sol. Donc elles arrivent, elles laissent leurs enfants, elles viennent accoucher en fait, à Mayotte pour qu'ils aient le droit du sol, leurs enfants. Et après, elles sont chassées, donc elles repartent en fait, aux Comores. Et donc du coup, il y a plein d'enfants errants, orphelins, qui du coup sont dans des bidonvilles et qui en fait, du coup, il y a une délinquance énorme. La drogue, la violence, les armes et les cambriolages qui sont extrêmement récurrents. Donc justement, tout à l'heure, notre ami Hassani pourra témoigner plus personnellement. Donc une insécurité qui est complètement hallucinante, en fait, complètement ingérable. Les Mahorais ont le sentiment, en fait, ils ne sont pas reconnus par la justice et la police française par rapport à cette insécurité. Donc il y a une rancœur forcément vis-à-vis des Français et des Comoriens. Donc c'est en fait une cocotte minute en réalité. C'est ultra explosif. Il y a eu des manifestations cette année. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Voilà. Donc, je dirais Mayotte, c'est un cas extrême, mais c'est quand même un cas d'école de la situation des Outre-mer en général, en fait. Dans les Outre-mer, le chômage, il est en moyenne de 3 fois celui de la métropole. Donc, c'est à peu près 30%, 50% chez les jeunes, qui en général, ils s'en vont. Du coup, ils vont en métropole pour trouver du boulot ou ailleurs.
En Nouvelle-Calédonie, l'indice de développement humain il est à peu près équivalent à celui d'il y a 20 ans en France métropolitaine. Et à la périphérie de Nouméa, il y a à peu près 10 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. C'est la France. L'illettrisme, il oscille entre 20 et 70% de la population, selon les dom-toms. Et évidemment, ça pose toute la question de comment on peut éduquer des gens qui... Parce qu'en fait, à partir du 19e siècle, il y a eu, si je ne me trompe pas, à partir du 19e siècle, ce qu'on a appelé la politique d'assimilation, qui fait que en fait, la métropole a envoyé ses instituteurs enseigner dans les Outre-mer, après qu'il y a eu la fin de l'esclavage, en fait, et qu'ils sont devenus citoyens. Donc il y a eu l'éducation de masse. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont enseigné, évidemment, c'est quoi? C'est l'histoire et la géographie de la France métropolitaine. Donc souvent, les ultramarins, en fait, ils connaissaient mieux, ils connaissent, enfin, c'est plus ou moins encore le cas, mieux la géographie et l'histoire de la France que la leur. Quand ils parlaient créole, on les punissait, ou on les tapait, en fait, à l'école. Donc c'était violent, en fait. C'est une forme de dénigrement culturel, en fait, et historique qui est vachement important. Là aussi, il y a un colonialisme encore à ce niveau-là, en fait. Donc évidemment, dans ces conditions, l'illettrisme, enfin, il doit être considéré aussi de ce point de vue-là. Et du coup, Jacques Cheminade avait proposé pendant la campagne présidentielle dans son programme qu'il y ait 2 à 4 heures hebdomadaires d'enseignement de l'histoire et des humanités, en fait, créoles, kanaks, polynésiennes, etc. Et en fait, en langue locale, pour qu'ils puissent avoir cette passerelle, en fait. Et que par ailleurs, pour apprendre le français et le connaître, on ait vraiment un accompagnement personnalisé. Sachant que dans les Outre-mer, il y a très peu de filières techniques et supérieures. Il faut souvent aller en métropole. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'à la Martinique, jusqu'à il y a très peu de temps, on pouvait aller que jusqu'à Bac+2. Affirmatif, voilà. Et souvent, évidemment, il y a une fracture sociale et ethnique qui est reliée, en fait. Du coup, pour repère, en Nouvelle-Calédonie, un non-kanak a 5 fois plus de chances qu'un kanak d'avoir son bac. Un kanak sur 20 est diplômé de l'enseignement supérieur, contre 1 sur 5 européens. Dans les îles les plus éloignées de l'archipel de la Polynésie, où il y a en fait les personnes qui parlent le tahitien, qui sont 28% de la population là-bas, elles ne sont que 6% à détenir le bac. Donc voilà, donc souvent il y a une corrélation entre pauvreté économique et pauvreté en fait en termes d'accession en fait au diplôme et origine ethnique en fait. Ce qui engendre en fait une délinquance extrêmement importante chez les jeunes, un taux en fait d'alcoolisme, de consommation de drogue, de suicide qui est très important dans les Antilles et en Océanie aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important, extrêmement préoccupant. Il n'y a pas de politique publique contre ça. Et ça, cette photo, justement, c'est le cas aussi en Guyane, parce qu'évidemment, ça engendre un grand problème d'insécurité, parce qu'il y a la délinquance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a eu ce grand mouvement de manifestation qui a surgi pendant les présidentielles d'ailleurs en Guyane. Et ça a commencé avec le collectif des 500 frères, et la première revendication, c'était contre l'insécurité. Voilà. Un des grands problèmes aussi en Outre-mer, je l'ai déjà un petit peu évoqué pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est l'accès au foncier. La plupart des terres, c'est en fait les descendants de colons qui les ont. Alors pour donner un exemple, en Martinique, c'est à peu près 1% des béquets, donc les descendants de colons, comme ça qu'on les appelle, qui ont plus de 50% des terres. Donc, ce qui pose un problème déjà de justice économique et sociale, ce qui pose un problème aussi si on veut se mettre à faire de la culture vivrière en fait. Il y a un déficit d'infrastructures dans tous les domaines, alors ça, les routes, les hôpitaux, etc. Il n'y a que 3 hôpitaux en Guyane alors que c'est un territoire super grand. Du coup, les gens, des fois, ils meurent parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital. Il y a, enfin bon, ça je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le grand problème, c'est l'importation de l'essentiel des biens de consommation courante, ce qui crée des situations absolument absurdes. Par exemple, en Guyane, la Guyane, je vous rappelle, c'est à côté du Brésil. Hein. On ne peut pas importer de viande du Brésil. On ne peut pas importer de pétrole du Suriname ou autre à côté, quoi, pour avoir son essence. On importe du bois en Guyane, alors que 90% du territoire, c'est quoi? C'est de la forêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en fait, de route pour accéder en fait, aux endroits où on pourrait exploiter le bois, et il n'y a pas de formation au métier du bois. Voilà.
Ben non, il faut aller en métropole, forcément. Les prix sur les denrées de base, du coup, notamment alimentaires, sont jusqu'à 40% plus chers qu'en métropole, en fait, avec des salaires qui sont carrément plus bas et des minima sociaux qui sont carrément plus bas. Allez comprendre. Alors évidemment, pourquoi? Parce que déjà, vous avez ceux qui fixent la marge comme ils veulent, c'est-à-dire les béquets. C'est-à-dire ceux qui... En fait, les béquets, en gros, c'est pas compliqué. Ils possèdent les monopoles sur tout. Sur la grande distribution, sur l'import-export, sur le foncier, etc. Donc évidemment, ils n'ont pas de concurrence, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait, avec les prix. Donc ils peuvent fixer des super marges, ils peuvent fixer des salaires super bas. Et puis vous avez après une des explications de ces coûts élevés, autres que les coûts de transport depuis la métropole pour acheminer les biens de consommation, c'est l'octroi des mers. Donc l'octroi des mers, c'est une taxe sur les produits à l'exportation et à l'importation dans les Outre-mer, dans les deux sens. Donc alors on dit ouais c'est bien parce que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est ça qui fait vivre les collectivités, c'est 45% du budget des collectivités qui touchent une partie de l'argent, mais l'État aussi, et puis aussi les monopoles de l'import-export, qui s'en mettent plein les poches. Et donc, et ça c'est une taxe qui vient en fait du XVIIe siècle, qu'on appelait le droit de poids à l'époque. Donc c'est bien vieux, et on l'appelait aussi, quand c'était sur la taxe sur l'exportation, on appelait ça l'assujettissement, la taxe d'assujettissement. Parce qu'évidemment, c'était l'État qui raflait la mise et puis le gouverneur sur place, donc le colon. Et alors, d'après ce que j'ai compris, la taxe sur l'exportation, donc on a gardé la taxe sur l'importation pour une histoire de protectionnisme, un minimum quand même. Pas spécialement la taxe sur l'exportation, mais la taxe sur l'exportation, elle a néanmoins été remise en 1989. Par qui ? Par l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'acte unique et qu'il fallait ne pas faire de discrimination en termes de taxation. Bah oui, parce que le protectionnisme en Europe, vous comprenez, la concurrence libre et non faussée. Donc si on met une taxe sur l'importation, il faut mettre l'équivalent sur l'exportation. Enfin, logique. Donc évidemment, du coup, le problème, c'est que même si on considère uniquement la taxe sur l'importation, qui d'un point de vue de protéger l'économie locale, peut se justifier. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Ouais. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'économie locale, si vous n'avez pas, enfin j'y viendrai après, mais si vous n'avez pas développé des infrastructures, si vous n'avez pas développé des entreprises, si vous n'avez pas une input déjà, si vous n'avez pas, je veux bien taxer ce qui arrive, mais en fait, dans ces cas-là, vous ne pouvez rien faire, en fait, vous êtes complètement étouffé. Donc là, vous avez une espèce de piège, en fait, qui fait que la vie est carrément trop chère et qu'on ne peut rien faire, en fait, dans les conditions actuelles des choses. Parce que voilà, clairement, c'est quoi aujourd'hui l'économie des Outre-mer? C'est ça. Donc c'est un champ de canne à sucre à La Réunion. Moi, quand je suis allée à La Réunion, c'est quand même la chose qui m'a le plus marquée, c'est que tout le territoire, c'est quasiment que ça, en fait. Donc, est-ce qu'on est vraiment sorti de l'économie de l'esclavage? Donc voilà, vous avez ça aussi dans les Antilles. Champ de bananes. Voilà, donc sinon, donc c'est bien, on peut faire du rhum, on peut transformer la canne à sucre, mais enfin bon, ça va pas très loin. Pour l'instant, il n'y a que ça. Voilà, donc sachant que dans les Antilles, le problème de la banane, c'est quand vous avez de la monoculture, quand il y a un problème, ça concerne tout le territoire. Il y a eu à un moment donné un scandale avec le chlordécone, voilà, qui est un engrais qui a été interdit en France parce que c'était très, très dommageable, en fait, voilà, très polluant. Par contre, dans les Antilles, c'est resté pendant des décennies autorisé. Et donc, ça a contaminé tous les sols, toutes les eaux. Il y a des problèmes sanitaires extrêmement importants qui ne sont toujours pas résolus. Évidemment, ça rend en plus les territoires extrêmement dépendants en fait, des cours des marchés. Quand il y a eu un effondrement des cours du sucre en 1950, il y a eu un effondrement en fait, du niveau de vie dans les Antilles. C'est là d'ailleurs qu'ils sont passés à la banane. Il y a eu un effondrement parce que vous avez aussi ça. Donc ça, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel, qui est sa première ressource. Mais il y a eu aussi un effondrement des cours en 2015. Donc voilà, ils sont hyper dépendants en fait. Alors que c'est un potentiel énorme parce qu'on peut avoir, concernant la banane, le sucre, etc., on peut développer une industrie agroalimentaire avec toute une filière extrêmement développée si on le veut. On pourrait développer avec le nickel une industrie métallurgique extrêmement développée, même à la pointe. Et pour exemple, l'Indonésie, en 2014, a interdit l'exportation de minerais bruts de nickel.
justement pour pousser en fait la transformation sur place. Et voilà, donc c'est des choses qui pourraient être intéressantes en France, en Nouvelle-Calédonie. Alors sinon, l'économie des Outre-mer, c'est quoi? Bah, c'est ça. Je pense que peut-être certains l'ont déjà expérimenté ici, je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est Papeete, le tourisme de luxe. C'est ça, les centres commerciaux. Donc là, on retrouve encore les béquets et la marge sur l'import-export et les centres commerciaux, qui est une part importante de l'économie des îles. Et puis, c'est ça, la CAF de la Martinique. On confirme. Voilà, donc oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas de travail. Donc, comment on peut tenir les gens pour qu'ils restent encore en France? C'est les minima sociaux. Même s'ils sont moins élevés qu'en métropole, bah, voilà, c'est une forme de perfusion économique de cette manière. Et puis, ça, c'est... Il y a toute l'économie aussi qui est perfusée par ce qu'on appelle les transferts financiers, donc les aides directes ou indirectes de la métropole. Et juste pour vous donner une idée, les transferts financiers, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie possède 25 à 40% des réserves mondiales en nickel. Vous imaginez le potentiel que c'est? C'est énorme. 9% de la production mondiale. Le rôle du nickel, la part du nickel dans le PIB de l'île, c'est 4%. La part des transferts financiers dans le PIB de l'île de la Nouvelle-Calédonie, c'est 13 à 16%. Voilà, le paradoxe. Et puis évidemment, vous avez les fonctionnaires, qui sont une partie très importante de l'économie de l'île. C'est eux qui font tourner l'économie, parce que c'est eux qui consomment dans les grands centres commerciaux. Parce que ce qui se passe, évidemment, et ce qui rend très en colère en fait là-bas, c'est ce qu'on appelle la prime de la vie chère. Et tous les aides, parce qu'en fait là-bas, quand vous êtes fonctionnaire sur place, métropolitain de surcroît, vous touchez des salaires qui sont 40 à 53% supérieurs à ceux des fonctionnaires de la métropole, auxquels s'ajoutent des avantages fiscaux sur les retraites, sur des exonérations, enfin toutes sortes de choses, donc ça fait encore monter. Il y a eu toute une bataille quand même pour que les ultramarins les fonctionnaires ultramarins puissent avoir des salaires alignés sur les fonctionnaires de la métropole, parce que pendant une période, c'était que les métropolitains qui avaient ces salaires-là. Voilà. Et la grande hypocrisie, c'est que même les privés là-bas ne disent rien, parce que s'il n'y avait pas ces sursalaires, bah évidemment, personne n'achèterait, n'aurait les moyens d'acheter en fait. Parce que là-bas, je peux vous dire que pour faire les courses, le panier de base de la ménagère, pour quelqu'un qui travaille dans le privé, c'est vachement compliqué, hein, tous les jours, hein, toutes les semaines, c'est très compliqué. Voilà. Et pour la petite histoire aussi, pendant la guerre, on raconte qu'à La Réunion, parce que voilà, c'est de la monoculture, donc il n'y a pas d'agriculture vivrière, donc ils importent, donc ça coûte cher. Et pendant la guerre, La Réunion a réussi, parce qu'il y avait évidemment, il y a eu la guerre, donc il n'y avait plus d'approvisionnement de la métropole en fait. Et du coup, La Réunion a dû se débrouiller, a dû prendre sur la canne à sucre et faire de l'agriculture vivrière. Et en fait, ça a super bien marché, parce que là-bas, c'est les tropiques, alors ça pousse super vite en fait. Donc du coup, si on voulait, on pourrait avoir une agriculture vivrière sans souci. Voilà, et elle a été autosuffisante, enfin voilà, sans problème. Alors évidemment, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a une grande histoire de grève et de manifestation en fait, dans les dom-toms. Donc là, en fait, il y a eu une grande émeute en 1959 qui a dégénéré en émeute raciale. Il y a eu 3 morts suite à un accident de la circulation. Ça, c'est en 1967, la photo. Pour réclamer une augmentation de salaire. Voilà, donc il y a eu au final, et le ministère des Outre-mer l'a reconnu 20 ans après, une répression, parce qu'il y a eu plein de révoltes, qui a coûté 87 morts. Il y a eu 87 morts au final. Et ce que disaient les employeurs, ils disaient, ce qui a fait encore plus dégénérer les choses, il y en a un qui avait dit « Quand les nègres auront faim, ils recommenceront à travailler ». Voilà, donc vous voyez l'état d'esprit, parce qu'il y a tout cet aspect-là aussi racial qui est encore très présent en fait. Et ça, c'est la grande manifestation, je ne sais pas si vous vous souvenez, de 2009, avec le super collectif Lutte contre la profitation, le LKP, qui a été un grand moment qui a réuni dans les Antilles en fait, tout le monde, en fait, tous les collectifs, tous les syndicats. Ça a été un grand moment. On dit même que c'était le moment où il n'y avait presque plus d'insécurité, tellement les gens étaient soudés, ils pensaient qu'il allait y avoir un changement, il y avait un espoir, etc. quoi. Et puis il y a eu le mouvement de grève, évidemment, de cette année en Guyane. Et pour vous donner une idée de l'état d'esprit de la métropole par rapport à ça, ce qu'on demandait, il y avait le collectif qui s'appelait « Pour la Guyane décollée ».
Et je le prononce mal, mais il demandait 3 milliards pour les infrastructures, pour tout problème d'insécurité d'infrastructures, d'hôpitaux, de routes, etc. Le gouvernement n'a engagé que 1,08 milliard. Et quand Macron est venu les visiter il y a 2-3 mois, il a dit « Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyonais ne sont pas des enfants ». Voilà ce qu'il leur a dit. Sympa. Et quand, parce qu'il y a évidemment là-bas, le grand problème, c'est comme à Mayotte, il y a une immigration massive des pays environnants, et du Brésil, du Suriname, du Guyana, de Haïti, etc. Et Macron de dire on ne fera pas, en fait, on ne construira pas un hôpital à Maripasoula parce que sinon les Brésiliens viendraient le remplir. Voilà. Et pour continuer avec ce cynisme français, alors déjà, premièrement, je vais faire une petite passerelle avec l'Afrique. Je vous demande d'avoir en mémoire le discours de Macron. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça au G20 de Hambourg. Vous l'avez fait, il avait rendu furax les Africains parce qu'il avait dit le grand problème de l'Afrique, c'est le surpeuplement, c'est la surpopulation et c'est le nombre d'enfants par femme qu'il faut réduire. Et Sarkozy avait tenu exactement le même discours en 2016, en fait. Donc voilà, c'est clairement un discours proprement malthusien, que tiennent d'ailleurs actuellement les Britanniques également, puisqu'ils ont été pris la main dans le sac de discours encore pires, les fils du prince Charles. Et voilà, alors par rapport à ça, il y a toute une histoire française qui réellement a mis en pratique ce malthusianisme dans les dom-toms. C'est l'histoire du Bumidom, qui a été créé en 1963. C'est le Bureau pour le développement des migrations pour les DOM. Ça a été créé par Michel Debré, qui était député à La Réunion, c'était un gaulliste, où ils ont dit, voilà, il y a trop de jeunes, ils n'ont pas d'avenir, ils sont trop nombreux dans les îles, la démographie augmente, il y a du chômage, on va la vider. Voilà, on va vider les îles. Du coup, il y a 70 000 jeunes qui ont été transférés, arrachés de leur famille, qui ont été mis en métropole pour repeupler en fait les campagnes françaises. Ce qui a donné lieu d'ailleurs c'est très connu sous le nom des orphelins de la Creuse, qui ont revendiqué leurs droits récemment, parce qu'ils ont été arrachés proprement à leur famille. Ça a duré jusqu'en 1981. Et puis en échange, qu'est-ce qu'on a envoyé dans les dom-toms? Des fonctionnaires bien payés. Voilà. Et il y a eu pire en fait. Il y a une militante réunionnaise qui s'appelle Françoise Vergès, qui fait partie de la famille Vergès, qui est très connue, qui a écrit un livre qui s'appelle Le ventre des femmes, où elle a en fait mis au grand jour tout un grand scandale qui a éclaté dans les années 1970, mais qui a eu lieu plutôt dans les années, je crois, 40, 50, 60, avant en tout cas que l'avortement ne soit légalisé en France, où elle a révélé que des milliers de femmes réunionnaises étaient stérilisées de force et avortées de force, en fait, voilà, par souci de surpopulation, évidemment. Voilà, donc ça c'est la vision, la réponse des autorités françaises, c'est clairement le malthusianisme, en fait. Donc ça, c'est voilà, sur la photo, vous voyez quelqu'un qui à l'époque, voilà, jeune, ne quitte pas ton pays, non au Bumidom, qui réagit à ça. Donc c'est là qu'on en vient à la question, disons, je dirais en contrepoint à ça, de ce que moi j'ai appelé voilà, l'avenir des Outre-mer à l'heure des nouvelles routes de la soie, où on est, parce qu'il y a des dirigeants aujourd'hui qui ont une réponse inverse que le malthusianisme, en fait, à cette question du sous-développement dans les territoires, dans ces territoires-là, enfin en général. Donc voilà, donc c'est évidemment le président chinois, entre autres, Xi Jinping, qui en 2013, fort de l'expérience de son pays, la Chine, qui a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté en 30 ans, ce qui est un exploit total. Donc en 2013, il a proposé au monde, vraiment dans l'esprit d'ailleurs des pays non alignés, un nouveau pacte économique pour le monde de développement mutuel, avec un développement physique, industriel, technologique par opposition à l'économie financière des pays occidentaux, qui soit basé sur le long terme et sur le co-développement, en faisant le pari qu'à terme, ça sera gagnant-gagnant. Donc, avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, il a créé en 2014 la Banque de développement des pays des BRICS, pour pouvoir, et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures par ailleurs,
pour pouvoir en fait financer cette nouvelle économie de développement industriel et infrastructurel. Et où sont joints en fait des dizaines et des dizaines de pays, y compris européens d'ailleurs à l'époque. Donc à l'Amérique du Sud, aux Caraïbes, à l'Asie, mais aussi et surtout à l'Afrique. Le président chinois a proposé donc un plan de développement interne des infrastructures ferroviaires, là c'est pour l'Afrique, ça, routières, maritimes, en voies navigables, etc., etc. Et ça c'est comme ça que la Chine le pense, aboutir à terme au décollage de leurs capacités industrielles et agricoles. Là vous voyez sur la carte, c'est le plan 2063 qui a été en fait pensé avec les pays de l'Union africaine et la Chine. Donc c'est un plan de développement, c'est un objectif pour un travail qui est déjà engagé et pour lequel l'Afrique, juste pour vous donner une idée, la Chine, pardon, a engagé par exemple en 2015 21 milliards de dollars, rien qu'en 2015. Ce qui était plus que tout le consortium pour les infrastructures en Afrique, avec toutes les structures africaines et l'Union européenne réunies. Voilà, donc pour ce qui donne un rapport. Donc, évidemment, ce projet, comme vous le savez, il a appelé ensuite le projet des nouvelles routes de la soie, puisque l'idée aussi, c'est de passer par des corridors de transport et de développement intracontinentaux, inter- et intracontinentaux, au niveau eurasiatique, africain, et jusque dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Juste pour vous donner une idée et revenir, déjà, ce projet, c'est plus de 10 fois l'équivalent du plan Marshall en engagement, donc c'est énorme. Et en Afrique, il y a un cabinet dont on parle souvent, qui s'appelle le cabinet McKinsey, occidental, qui a testé 1000 entreprises chinoises en Afrique, qui est à peu près la moitié, et qui a établi que 87% des employés de ces entreprises chinoises en Afrique étaient africains, quand même, que 64% recevaient une formation et que parmi ceux-là, 44% recevaient une formation de cadre. Donc il y a vraiment une vision, disons, vraiment de développement mutuel en fait. Vraiment, la formation a un rôle extrêmement important. Alors, évidemment, quand vous regardez la carte du monde, vous vous dites, bon, les Outre-mer là-dedans, il y a les BRICS. Donc vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Inde, vous avez la Russie et vous avez la Chine. C'est quand même pas très loin finalement des Outre-mer, si vous vous souvenez de mon petit cours du début, avec là où sont situés les DOM-TOM. Donc vous avez le Brésil, vous avez la Guyane, les Antilles, l'Afrique du Sud, vous avez évidemment Mayotte et la Réunion, etc., etc. Et puis l'Asie-Pacifique, la Chine, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc alors je vais vous expliquer pourquoi en réalité je pense que ça ouvre des opportunités extrêmement intéressantes pour eux. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais quand même refaire un point sur parce que je vous ai parlé de l'économie ou de la non-économie des Outre-mer, mais il y a tout ce qui pourrait devenir l'économie des Outre-mer, au-delà de simplement développer leurs infrastructures de base et développer leur agriculture vivrière. Mais il y a tout un ensemble de secteurs de pointe sur lesquels on pourrait les qualifier, où ils ont un potentiel énorme en fait. Alors évidemment, premièrement, vous avez l'économie de la mer, forcément. C'est quand même. Alors les DOM-TOM, c'est à peu près 20 fois l'équivalent de 20 fois la superficie de la France en zone exclusive maritime. Donc il y a du potentiel hein, quand même. Il y a de quoi faire. Il y a la possibilité d'installer plein de laboratoires avec Ifremer, avec des ingénieurs et des chercheurs, à la condition, c'est moi ce que je dis, qu'on les forme sur place, qu'on les recrute sur place, qu'on crée les universités pour ça, le suivi pour ça. Il y a tout le potentiel d'extraction minière sous-marine, d'aquaculture, de villes flottantes pour la dépollution des eaux, pour la recherche en fait, sur toute la faune et la flore en fait, dans les océans, qui a un potentiel énorme pour plein de filières chimiques, cosmétiques, environnementales, etc., ou pour la pharmacopée aussi. Il y a évidemment les hubs portuaires. Alors pour ça, je fais une petite pub, parce qu'on a notre dernier journal. Et dans le dernier journal, vous avez, auquel vous devez tous vous abonner, évidemment,
vous avez tout un dossier sur lequel Cheminade a mis l'avant dans sa campagne sur l'économie de la mer, en fait. Voilà, qui vous détaillera un petit peu tout ce potentiel. Vous avez évidemment, vous repensez à la Guyane et ses 90% de territoire en bois, vous avez tout le potentiel au niveau du bois, donc de la canopée, donc tout ce qui est en fait végétaux pour développer des médicaments nouveaux, en fait, donc toute la pharmacopée. Donc au lieu d'importer des médicaments, on devrait les créer sur place avec des laboratoires, avec des ingénieurs sur place. Vous avez les plantes endémiques pour la cosmétique, comme le ylang-ylang à Mayotte, par exemple. Vous avez les plantes, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a découvert, il y a une start-up qui a découvert que, en fait, parce qu'évidemment, il y a plein de... Enfin, tout est imprégné de nickel, en fait. Et du coup, il y a une start-up qui a réussi à découvrir qu'il y avait une plante qui s'appelle, enfin, peu importe le nom, mais qui réussit à résister à ça et qui est exploitable, en fait, pour pouvoir décontaminer, en fait, des sites industriels. Donc voilà, vous avez tout ce type de potentiel de filière, en fait, de recherche. Alors évidemment, vous avez l'aérospatiale, Kourou, vous avez la base de Mururoa aussi. Donc ça, c'est deux secteurs qui ont quand même fait la puissance de la France, mais dont on ne s'est pas servi pour développer les Outre-mer. C'est ça qui est fou, en fait. On a amené nos ingénieurs, nos fonctionnaires de métropole sur place, et en fait, on a fait des centres de vie pour eux, mais en fait, on n'a pas recruté, on n'a pas formé, on n'a pas développé des ingénieurs et des chercheurs sur place, en fait, ultramarins. Et c'est ça qui est hallucinant. Et on n'a pas fait non plus bénéficier le territoire des retombées industrielles potentielles. Et un exemple d'application qui serait extrêmement intéressant, par exemple, on pourrait faire d'ailleurs, on parle des BRICS, une coopération avec la Russie, c'est d'application industrielle du spatial, c'est par exemple la télémédecine par satellite. Parce que là-bas, évidemment, je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez d'hôpitaux en Guyane. Je ne sais pas si un jour il y en aura assez, tellement le territoire est compliqué quand même, avec toute la forêt. Mais justement, pour aller soigner les gens dans des endroits qui ne sont pas accessibles, la télémédecine, c'est vachement intéressant. De même que dans les montagnes de la Réunion. Parce que dans les montagnes de la Réunion où il y avait les marrons, qui étaient inaccessibles, il y a encore des endroits où il y a des villages inaccessibles aujourd'hui. On n'y va qu'en hélicoptère. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Il y a des îles en Polynésie qui sont très peu accessibles aussi, donc la télémédecine peut être intéressante. Et puis en parlant de Mururoa et du nucléaire, il y a des secteurs où on pourrait travailler aussi par exemple avec les Russes qui travaillent là-dessus sur des mini-centrales nucléaires qui sont immergeables sous les eaux, donc qui peuvent résister aux tsunamis, aux tremblements de terre, etc. Et sachant que la DCNS et EDF travaillent déjà dessus en France en fait. Donc voilà, donc ça c'est des exemples de potentiel. Alors, pour revenir à la question des nouvelles routes de la soie et des BRICS qui se développent, alors évidemment, sur plein de plans, ça change tout. Déjà sur l'immigration. Si on revient sur la question des Comores, faut savoir que, par exemple, de Mayotte, c'est l'immigration notamment des Comores et de Madagascar. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'indépendance des Comores en 1975, il y a une très grande histoire d'amitié entre les Comores et la Chine. La Chine, c'était vraiment l'esprit des non-alignés à l'époque, à financer beaucoup de choses là-bas, le palais du peuple, les administrations, ensuite le réseau de communication, de télécommunications jusqu'à récemment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine vient de consentir à effacer une partie de la dette comorienne, à hauteur de 630 millions de francs comoriens, et qu'il y a des projets qui sont en cours de programmation, notamment pour la rénovation d'un hôpital et certains projets d'infrastructures routières. Il y a Madagascar aussi qui est intéressant de ce point de vue-là, parce que la Chine en fait vient de signer un accord. Alors je sais pas, j'avais la photo, mais voilà, c'est ça. Ça c'est le président chinois et le chef d'État de Madagascar. Il y a un accord qui a été signé très récemment, cette année même je crois, de 30 milliards de dollars entre Madagascar et la Chine pour que la Chine puisse y investir avec plein de projets d'infrastructures, notamment sur la construction d'une autoroute nord-sud, d'un grand port et même d'une ville intelligente, voilà, comme au Maroc. Donc évidemment, pour enrayer l'immigration à Mayotte, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Après, vous avez la question de la Réunion. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé de la cafrerie. Vous savez, la cafrerie, c'était la première photo que je vous ai montrée d'une vieille carte. C'est comme ça qu'on appelait l'Afrique de l'Est et du Sud. Le Mozambique, le Kenya, l'Éthiopie, etc.
Et c'est de là qu'on importait les esclaves qu'on emmenait à la Réunion, en fait, les fameux cafres. Et il se trouve que ces mêmes pays qui sont concernés par l'ancienne cafrerie, donc le Mozambique, l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique du Sud, etc., ce sont justement, beau retournement de l'histoire, ce sont les pays précisément pilotes de la politique de développement sino-africaine, donc dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Donc, pour exemple, le Kenya, je vous donne très vite les exemples, mais le Kenya a vu cette année une nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi qui a été ouverte grâce à la Chine, avec qualification de la main-d'œuvre et les ingénieurs. La capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, vient d'ouvrir, grâce à la Chine, le premier métro d'Afrique subsaharienne. Et pour vous donner un exemple de dynamique et comment ça peut engendrer... parce que si vous avez toute une dynamique des pays qui environnent les Outre-mer, vous pouvez considérer après que vous aurez des échanges régionaux, que vous aurez des échanges commerciaux, qu'on pourra échanger des matières premières, qu'on pourra échanger des matières transformées, qu'on pourra échanger des matières alimentaires et que du coup on pourra baisser le coût. Si on joue intelligemment sur l'octroi des mers, on pourra baisser le coût de la vie. Donc il faut, et moi je milite ardemment pour que tout ce qu'il y a autour des Outre-mer puisse se développer. Et c'est pour ça que je suis ravie des nouvelles routes de la soie. Et là, par exemple, l'Éthiopie, c'était jusqu'à il y a 20 ans, c'était le pays le plus pauvre d'Afrique subsaharienne quasiment. Et là, aujourd'hui, particulier parce qu'il y a eu un changement de gouvernement dans les années 90, mais elle a une croissance annuelle de 11%. Donc ça donne de l'espoir quand même. L'Afrique du Sud, qui fait partie des BRICS, est aujourd'hui deuxième exportatrice d'isotopes médicaux, y compris à destination des États-Unis. Et là, c'est intéressant parce que la Réunion, justement, l'île de la Réunion, en octobre dernier, il y a eu un forum international sur les questions numériques. Et en fait, elle a fait une rencontre entre les pays de l'océan Indien et de l'Afrique et de la Réunion sur les questions de la santé et du numérique. Et elle avait créé en fait toute une base, une espèce, je sais pas si c'est une structure qui s'appelle Thesis en 2002, qui a obtenu le label French Tech, et qui relie tous les projets relatifs à la santé, au numérique et à la santé sur l'île. Et elle est la première région de France à avoir créé une base de données géante dans le domaine de la santé. Et donc, du coup, elle veut coopérer avec tout un ensemble de pays africains, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc voilà, donc là, ça donne un sens aussi de type de coopération à des niveaux extrêmement poussés qu'il peut y avoir par ailleurs, en fait. Et pour la jolie petite histoire, donc là, vous voyez sur l'écran, la Réunion veut prendre part aux nouvelles routes de la soie chinoise. Donc il y a eu pour la première fois en août 2017 un forum économique entre la Chine et la Réunion, qui a été poussé par l'association culturelle chinoise de la Réunion. Parce qu'il y a une grande communauté chinoise là-bas. Il y a une grande communauté indienne aussi d'ailleurs. Et l'idée, c'était de faire du lobbying en faveur du détournement de la nouvelle route de la soie maritime, parce que vous avez les nouvelles routes de la soie continentales qui sont proposées par la Chine en termes de développement des infrastructures. Et puis, je vous montrerai une carte tout à l'heure. Et vous avez les nouvelles routes de la soie en fait, maritimes pour développer des échanges par les mers, ouvrir des nouveaux canaux, des nouveaux ports, etc. Le problème, c'est que là, la nouvelle route de la soie maritime, elle passe par le canal de la mer Rouge et le canal de Suez pour aller en Méditerranée. Voilà, elle passe par l'Inde, elle va de Chine jusqu'en Inde et après elle contourne là, au niveau du Yémen et tout ça, elle remonte la mer Rouge, elle va en Méditerranée par le canal de Suez. Et là, ce que demande la Réunion, c'est qu'elle soit détournée, qu'une partie de cette route aille jusqu'au canal du Mozambique, au niveau du Madagascar en fait. Le fameux que la France voulait d'ailleurs contrôler quand elle a colonisé Mayotte d'ailleurs. Marrant l'histoire. Et parce qu'évidemment, elle voit très bien les retombées que ça pourrait avoir au niveau économique en fait. Donc, alors en parlant de retombées économiques, on va faire un petit tour là maintenant du côté de l'Amérique latine. L'Amérique latine, vous avez évidemment le Brésil qui fait partie des BRICS. Vous avez eu il y a quelques années tout un engouement en Amérique latine avec tout un ensemble de pays, que ce soit le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela d'une certaine manière, l'Argentine, qui en fait ont lancé vraiment une coopération avec la Russie, avec la Chine et entre eux. Déjà pour évincer les milieux financiers, pour tenir tête au FMI, pour échelonner leurs dettes, pour lancer des grandes politiques de développement industriel et financier. Alors malheureusement, Washington a fait un peu le ménage,
pour dire les choses un peu basiquement, les Anglais aussi. Et du coup, Cristina Kirchner en Argentine, qui ont été actrices de ça avec Dilma Rousseff au Brésil, ont été évacuées électoralement, ou presque. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a en fait une très forte coopération entre la CELAC, qui est la communauté des pays d'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, et la Chine. Il y a 33 pays. Donc là, vous voyez un sommet entre la CELAC et la Chine. Et en fait, depuis 2015, Xi Jinping a fait 3-4 tournées là-bas, le président chinois. Il a annoncé, déjà en 2015, il a annoncé des investissements de 250 milliards de dollars et des échanges commerciaux de 500 milliards pour les 10 ans à venir, entre donc, ces deux parties du monde, entre l'Asie et les Caraïbes et l'Amérique latine. Et il y a eu plein de sommets ces derniers temps en Uruguay, à Shanghai, à Pékin. Et ce qu'on dit, c'est que probablement il y a eu une chute du commerce d'Amérique latine et des Caraïbes ces 5 dernières années. Mais même la représentante à la Commission économique des Nations Unies pour la CELAC a dit qu'elle pensait que ça allait reprendre de 10% les échanges en 2017 de l'Amérique latine et des Caraïbes, et que c'était en grande partie grâce à la Chine. Donc il y a vraiment, en fait, même à l'ONU, on reconnaît ce genre de choses, et il y a vraiment un engouement qui est extrêmement important. Et concernant cette coopération, j'ai un exemple qui est très beau. Tout à l'heure, on a parlé de Saint-Domingue, on a parlé de Toussaint Louverture, d'une île qui, à l'époque des colonies, était la plus riche, avec son industrie sucrière, et qui malheureusement est devenue la plus pauvre, donc c'est Haïti. Je ne sais pas si... Voilà. Donc ça, c'est après, vous savez qu'il y a eu un grand tremblement de terre, en fait, en 2010. Et donc, Haïti s'en est parmi, tout simplement parce que Washington n'a absolument rien fait. Je sais que notre mouvement, nous, là-bas, s'est beaucoup battu pour que, justement, il y ait une prise en main, même par l'armée, en fait, pour vraiment remettre en pied les infrastructures, évacuer les populations. Les États-Unis n'ont rien voulu faire, ni les Occidentaux, d'ailleurs. Du coup, depuis, il y a eu une épidémie de choléra, et c'est vraiment le chaos. Et ce qui se passe, c'est qu'en août dernier, le maire de la capitale haïtienne de Port-au-Prince a signé une proposition chinoise à hauteur de 30 milliards de dollars pour reconstruire en fait Haïti. Waouh, il était temps. En 3 ans. En 3 ans quand même. Donc, alors pour vous donner une petite idée, la reconstruction, de quoi le plan de reconstruction, de quoi il est composé, refaire le port, refaire la mairie, refaire la vieille ville, refaire les logements, refaire les télécommunications, les routes, le réseau d'assainissement, et quand vous voyez la photo, évidemment vous dites qu'il y en a largement besoin, et quand vous pensez au choléra, le système de collecte des ordures, une décharge capable d'accueillir 1500 tonnes de déchets domestiques par jour, une station d'épuration et une centrale électrique de 2000 MW. Voilà, juste un peu la base, quoi, en fait. Juste la base pour des êtres humains, quoi. Et je vous invite à repenser à la photo de Mayotte tout à l'heure, hein, la France, que je vous ai montré, enfin les quelques photos de Mayotte. Bref. Donc, par rapport à ce plan, il y a 20 000 travailleurs qui doivent être embauchés. C'était censé commencer en décembre, justement, là, maintenant. Et le problème, c'est que, entre-temps, il y a Washington qui s'y est mis. Il y a les oligarques sur place, il y a le FMI, il y a la Banque interaméricaine de développement, qui, à mon sens, est un peu une succursale du FMI, et qui ont dit au maire d'Haïti, non, t'arrêtes tout de suite. Nous, on avait signé des contrats en 2010, ça ne rentre pas dans la clause du contrat avec le FMI. Et puis de toute façon, nous, on va s'en occuper, on a des meilleurs projets, etc. Et en fait, ils ont utilisé, parce qu'il y a dans toute la région, il y a en fait toute une dispute entre la Chine et Taïwan, en fait. Et Taïwan est souvent utilisé par les Anglo-Américains pour essayer d'évacuer la Chine. Et donc, du coup, ils ont fait en sorte de remettre Taïwan sur le devant de la scène. Donc, il y a toute une dispute, et donc c'est encore une très grande bataille. Alors, la bonne nouvelle, c'est que partout dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud, Taïwan perd du terrain, et un des exemples, au profit de la Chine, parce que de plus en plus de pays veulent rentrer dans les nouvelles routes de la soie. Et évidemment, un exemple de ça, c'est le Panama. Et le Panama, ça intéresse beaucoup la Guadeloupe et la Martinique. Parce qu'au Panama,
Voilà, donc au Panama, le Panama vient de lancer en 2006 une rénovation de son canal, donc en doublant le canal. Alors, quand même, le Panama, c'est 90% des marchandises mondiales qui transitent. Il y a un taux annuel de croissance de fréquentation de 5%, donc c'est énorme. Et donc, du coup, dès qu'il y a eu rénovation du canal, tout de suite, les ports français de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France étaient dans les starting blocks. Et parce que la position est absolument centrale dans les Antilles, parce qu'évidemment, eux, ils voient très bien que plus il va y avoir des bateaux qui vont passer, il y a énormément de bateaux chinois qui passent d'ailleurs, plus il va y avoir en fait disons, des gens qui vont venir chez eux, qui vont venir faire du tourisme, qui vont venir acheter, et donc du coup il y a une manne économique extrêmement importante. Donc il y a un projet en fait, ils commencent à réfléchir avec l'armateur français CMA CGM notamment à disons étendre le terminal de conteneurs à la Martinique et agrandir le terre-plein disons, en fait, d'essayer de développer les infrastructures portuaires pour être capable en fait de répondre à cette grande affluence qui va arriver en fait. Il faut voir que la Jamaïque et Cuba aussi sont beaucoup sur le coup aussi. Alors, il y a aussi le projet d'un nouveau canal au Nicaragua aussi qui va s'ajouter à ça. Alors, je vais conclure avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie qui sont concernées aussi par les nouvelles routes de la soie. Il faut savoir que 40% des exportations chinoises vont vers le Pacifique, donc elles sont concernées. La Polynésie, un quart des habitants de la Polynésie sont chinois, donc il y a une grande histoire aussi d'amitié entre la Chine et la Polynésie. Alors évidemment, il y a des grandes coopérations sur le plan touristique. Alors ça, c'est une grande manne que la Nouvelle-Calédonie est en train de se mettre dans le plan. Il y a des coopérations cette année très importantes avec les associations d'amitié franco-calédoniennes, etc., etc. C'est aussi le cas en Polynésie. Mais il y a des choses aussi au niveau du nickel, forcément, parce que la Chine est la première consommatrice de nickel maintenant. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même important. Mais chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est ça. Donc il y a en fait... ça, c'est en Polynésie. C'est un projet de ferme d'aquaculture, en fait. Donc je parlais d'économie de la mer tout à l'heure. Et ça, c'est un investisseur chinois qui a investi 1,5 milliard de dollars. Donc pour montrer l'équivalent de différentiel de niveau de vie, ça vaut 150 milliards de francs pacifiques. C'est en fait la première, ça sera, là je crois que je ne sais plus en combien de temps ça va être construit, mais ça sera la plus grande ferme aquacole du monde en fait. 50 000 tonnes par an d'exportation en fait, que ça devra générer. Ce qui est très intéressant, c'est que ça embauchera 300 à 500 personnes. Et parmi ces 300 à 500 personnes, il y aurait seulement 30 à 50 cadres chinois et le reste serait polynésien en fait. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est programmé en fait une collaboration entre l'Université de l'Océan de Shanghai et l'Université de Polynésie pour former les gens. Il y a déjà en fait une dizaine de jeunes Polynésiens qui ont été formés à une technique qui est unique au monde en matière d'écloserie. Donc voilà, il y a encore une fois, c'est comme en Afrique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment, c'est pas juste on arrive, on investit et on tire la substance scientifique mal, c'est vraiment on pense en termes de développement futur de là où on investit en fait. Et eux, ils veulent clairement faire de l'aquaculture la troisième emblème de la Polynésie, après le tourisme et la permaculture. Et c'est un emblème quand même particulièrement intéressant parce que ça a aussi trait à ce qui est vivrier, en fait, à ce qui fait vivre les gens. Alors, voilà, maintenant, on revient ici plutôt dans les Antilles. Vous savez qu'il y a eu l'ouragan à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Que Saint-Martin, pour la petite histoire, c'est un peu comme pour Mayotte, hein. Rien n'a été fait en fait. Hein. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours le chaos total là-bas, malgré ce qu'en dit le gouvernement. Et ça, en fait, c'est une coopération franco-chinoise sur un projet de satellite, le premier satellite franco-chinois, qui serait lancé en 2018, pour mieux prévoir la météo et notamment pour prévoir les fortes tempêtes et les cyclones. Voilà, ça c'est intéressant. Et ça, il faudrait que ça... Évidemment, ça serait mieux que ça soit basé à Kourou.
que ça soit lancé à Kourou, et qu'autour, il y ait vraiment voilà, tout un centre de recherche, etc., avec les Guyanais, en fait. Par rapport à ça, on peut aussi évoquer, on pourrait imaginer une coopération franco-chinoise sur la fabrication de logements en 3D. Parce que les logements en 3D, ça va très vite. Et quand il y a eu un cyclone et qu'il faut tout reconstruire, évidemment, ça peut être pratique. Par exemple, donc, il y a des PME françaises qui travaillent là-dessus. La Chine s'est aussi se lancer là-dedans. Donc on pourrait imaginer, voilà. Sur la question de la dépollution des océans, je pense que la France pourrait jouer un rôle aussi de coopération avec la Chine. Et là, on pourrait clairement avoir une assise dans les outre-mer. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre type par satellite de possibilités de coopération. C'est avec, on pourrait imaginer, par exemple, travailler avec les Russes sur la détection des séismes par satellite. On pourrait faire ça aussi en Guyane, puisque on repense à ce qui s'est passé à Haïti en 2010. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la possibilité par satellite, en fait, de repérer les signes avant-coureurs qui ne sont pas toujours là où on croit, des séismes, et disons de pouvoir prévenir pour évacuer les populations à temps, en fait. Donc évidemment, pour moi, ça, c'est vraiment la réponse à tous ces grands projets, toute cette approche. C'est la réponse qu'on peut donner, finalement, repenser à Macron et les Sarkozy et leurs discours en Afrique, et repenser au Bumidum dans les années 60, l'alternative qu'on peut donner au malthusianisme. Et c'est ce projet de... Parce que ce qu'il faut voir, c'est que... Je ne sais pas si vous vous souvenez, en ce moment, on parle beaucoup, bon, c'est la une de notre dernier journal, du franc CFA. Donc on fait toute une campagne pour dire qu'il faut abolir le franc CFA. Je n'entrerai pas dans les détails, ça rapporte une manne incroyable à la France et ça ne développe pas les pays concernés, donc c'est toutes les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest. Hein. Mais il faut voir que vous avez aussi le franc comorien. Quand les Comores ont pris leur indépendance en 1975, elles sont restées sous l'égide de la France par le franc comorien. Ce qu'a dit Chirac en 2008, il a dit sans l'Afrique, la France serait reléguée au rang de puissance de tiers-monde. Si l'Afrique, disons la France, il a dit en gros, je ne sais plus comment il avait dit ça, toute une partie de ce qu'il y a dans le porte-monnaie de la France, ça vient de l'Afrique. Voilà. Donc évidemment, la France s'est mise dans quoi après la colonisation? Elle s'est mise dans une relation vis-à-vis des pays du Sud, qui est une relation qu'elle croyait gagnant-perdant, une forme de pillage, qui est une forme de maintien sous la perfusion et la dépendance. Mais finalement, quand on entend des propos comme ça, de voir à quoi on tient avec Chirac, la France... Sans l'Afrique serait reléguée au rang de puissance du tiers-monde, on se dit la France s'est rendue dépendante de la dépendance qu'elle a générée dans les pays du tiers-monde, en fait. Donc finalement, elle est dans un rapport qui n'est plus gagnant-perdant, elle est dans un rapport perdant-perdant. Donc c'est là que quand le président chinois il parle de nouveaux systèmes gagnant-gagnant, c'est un peu son leitmotiv, en fait, c'est comme ça qu'il défend les nouvelles routes de la soie, et c'est comme ça, j'espère que j'ai essayé de vous le faire comprendre tout à l'heure, c'est pas anodin, en fait. C'est pas du tout anodin. Et c'est pas rien. Donc moi, il y a un parallèle qui me frappe aux yeux quand je repense à, disons, aux cartes du monde et aux cartes des routes commerciales. C'est celui-là et celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est le commerce triangulaire. Donc c'était les routes commerciales à partir du XVIIe siècle. Et ça, c'est les routes commerciales des nouvelles routes de la soie. Voilà, donc c'est pas du tout la même approche. C'est un petit peu mieux quand même. Et je dirais que si on a aboli l'esclavage, on a passé un cap, on a changé de paradigme quelque part. Aujourd'hui, si on veut vraiment en fait réussir ce changement de paradigme, il faut qu'on aille en fait dans cette, faut qu'on fonce avec les pays émergents qui sont prêts en fait et qui ont les moyens. Et la Chine a les moyens. Voilà, donc, alors pour conclure, je voudrais juste vous passer quelques photos, parce qu'il y a eu toute une histoire qu'on ne connaît pas, en fait, à des génies des Outre-mer. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas beaucoup, l'histoire des Outre-mer, hein. C'est fou. Donc, lui, il s'appelle Raoul Nicolo. C'est un Guadeloupéen. Et il était, alors je ne sais plus, bon, c'était peut-être une trentaine d'années, je ne sais plus exactement les dates, mais
même non, plus que ça, beaucoup plus que ça. Il était ingénieur au commissariat à l'énergie atomique de la France. Il a détenu plein de brevets qui ont été déposés en Europe, notamment sur la sécurisation des centrales nucléaires. Donc encore une fois, je répète, les Outre-mer, repensés à Mururoa et à Kourou, ont permis à la France d'asseoir sa puissance, d'être une puissance industrielle et scientifique en fait. Voilà. Et lui, c'est carrément un individu qui a permis la réussite du programme d'électricité en France avec plusieurs brevets reconnus dans le monde aujourd'hui. Et puis aussi, c'est lui qui a inventé les moyens que la télévision, qu'un écran de télévision puisse recevoir plusieurs chaînes en même temps. Voilà. Et c'est quelqu'un, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'était un scientifique, c'était un ingénieur, et c'est que c'était quelqu'un qui était très engagé politiquement, qui a été pour l'indépendance. Alors lui, il militait pour l'indépendance économique et énergétique de la Guadeloupe par rapport à la France. Il a été conseiller municipal et premier candidat noir à l'élection présidentielle française. J'ai appris ça d'ailleurs. Voilà. Après, vous avez une autre photo, quelqu'un qui n'est pas très connu. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. C'est le chevalier de Saint-Georges, qui était un grand compositeur d'origine guadeloupéenne, là aussi. Et qui, donc, c'était à l'époque de Louis XVI, c'était un des préférés de Louis XVI. Et donc, du coup, lui, il était, à 23 ans, il est devenu premier violon, puis à 28 ans, chef d'orchestre de la très prestigieuse Société du concert des amateurs. Bon. Et en fait, il a été pressenti par Louis XVI, c'était le préféré pour diriger l'orchestre de l'Opéra de Paris. Mais malheureusement, il a fallu plaire à ces dames qui étaient très choquées par les Noirs. Donc du coup, on ne l'a pas nommé, voilà. Et ça, c'est voilà, absolument terrible. Et lui, il était aussi très politique, puisqu'il s'est engagé dans l'armée française aux côtés des Républicains pendant la Révolution. Et il a été une figure aussi importante de l'émancipation des esclaves. Voilà. Il y a lui aussi, et je demanderais, ça c'est un Mahorais, enfin c'est de Madagascar, enfin je demanderais à notre ami Hassani d'en parler, d'en dire 2 mots tout à l'heure. Mais je voudrais juste en fait conclure véritablement cette fois. Et je vais revenir sur Macron en Afrique, parce que quand même il y a une histoire commune, hein. On ne peut pas l'immigrer. Macron, il a parlé de la francophonie quand il était en Afrique. Et il a dit aux Africains, on va faire un dictionnaire de la francophonie, vous avez vous aussi apporté des choses à la langue française, etc. Et à un moment donné, il leur a dit, lisez Rabelais. Et bien moi, j'ai envie de lui dire, Monsieur Macron, lisez ce livre, en fait, d'un auteur martiniquais qui s'appelle Chamoiseau. Ce livre qui s'appelle Texaco, qui a d'ailleurs inspiré une partie du programme de Jacques, enfin quelques lignes politiques du programme de Jacques Cheminade. Qui est un livre absolument vraiment très très beau, que je vous conseille à tous de lire si vous voulez découvrir l'histoire des Antilles et si vous voulez vraiment le découvrir d'une manière vivante, profondément vivante. Donc ça parle de toute l'histoire en fait depuis le colonialisme en fait jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est très beau, c'est que il y a une langue qui est magnifique. Je crois même que certains l'appellent le Rabelais des Antilles, mais parce que c'est une espèce où il joue sur le créole, en fait. Il utilise le créole, il utilise la langue française, donc c'est extrêmement beau, vivant, généreux. On rentre vraiment Et il y a quelque chose qui est extrêmement émouvant, c'est que, en fait, il y a cette dame qui est la personnage principal, qui raconte toute l'histoire de ses ancêtres, son histoire à elle, etc. Et à la fin, elle veut écrire son histoire. En fait, elle a raconté à quelqu'un, et maintenant, elle veut se mettre à l'écrire. Et puis en fait, alors elle est conseillée par quelqu'un qui s'appelle Tissiric, qui est un Haïtien, et qui est féru de littérature française. Mais alors lui, c'est La Fontaine, Boileau, enfin tous les formalistes là, de la langue française. Il n'aime pas du tout Rabelais, alors lui, il est vulgaire, etc. Et donc du coup, il lui enseigne la littérature. Et du coup, elle essaye d'écrire avec ses conseils. Et elle dit, mais j'arrive pas. Et en fait, elle dit, plus j'essaye d'écrire, et plus j'ai l'impression finalement de... Je ne sais plus comment elle le dit, mais plus j'essaye de réanimer la mémoire de mes ancêtres en écrivant, et plus j'ai l'impression finalement de la mortifier. Et donc, elle n'arrive pas avec cette langue en fait, française.
Et c'est vachement intéressant parce qu'en réalité, tout le livre, il est fait de cette langue créole et au français qui rend le français encore plus vivant, encore plus beau en réalité. Et évidemment, ça répond à toute la problématique de l'assimilation, mais ça répond à toute la problématique de tous ces esclaves qui n'ont pas eu le droit d'apprendre à lire et à écrire, qui ont transmis leur histoire par oral de génération en génération. Et quel est leur rapport aujourd'hui, en fait, finalement, à la culture et à l'écriture, en fait. C'est toute cette question-là qui est vraiment qui est exprimée d'une très très belle manière dans ce livre, et je vous conseille vraiment de le lire. Et ça crée un pont entre nous et les Outre-mer. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, en ce 20 décembre, jour de la fête CAF à La Réunion, abolition, où on fête l'abolition de l'esclavage. On pourrait décider d'un jour commun pour un jour férié ce soir et soumettre ça à Macron. Alors là, ce que je propose, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Je voudrais, avant de prendre les questions, s'il y en a, demander à notre ami Marie Hassani s'il veut dire quelques mots. Ouais. Donc, à Marie Hassani qui est mahorais, qui nous a beaucoup aidé, qui a été très actif pendant la campagne présidentielle sur le terrain avec quelques amis actifs aussi à Mayotte. Et si tu veux commenter aussi cette image pour expliquer, voilà, Papa Aboudou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça dépend du point du globe où vous vous trouvez. Je me présente d'abord, je m'appelle Marie Nuhu Hassani, originaire de Mayotte. Je suis un fervent de Solidarité Progrès. Je me permets, sur quelques lignes, de vous expliquer certains points par rapport à l'outre-mer et par rapport à la France. En effet, comme vous le savez, il fut un temps où la France avait un empire colonial dans l'Afrique. Mais arrivé dans les années 60, quand ces pays ont voulu accéder à l'indépendance pour avoir leur souveraineté, la France a constaté qu'elle a perdu une très grande richesse. Et c'est ça ce qui lui a poussé de faire la même mise dans certaines colonies ou des petites îles qu'on appelle l'outre-mer. Ceci étant, on sait que la France aujourd'hui occupe les 3 océans, de l'océan Indien, en passant par l'Atlantique, voire l'océan Pacifique. Mais là où j'ai voulu justement rebondir beaucoup, parce que Maëlle, merci, elle a tout quand même dessiné l'essentiel de l'outre-mer. Et vous avez vu sur ces images certains points qui sont quand même très tristes à voir. En commençant par Mayotte, ce n'est pas parce que je commence par Mayotte parce que je suis mahorais, mais c'est quand même choquant de voir certaines images. Et là, vous n'avez pas vu grand-chose. Hein. Vous n'avez pas vu grand-chose. Mais c'est juste un petit extrait. Mais je vous dis que je suis vraiment désolé de voir une nation comme la France et de ce qui se passe dans le reste de son territoire qui fait la richesse de la France. Parce que je me permets de le dire haut et fort, ce qui fait l'effort et la richesse de la France, c'est nous, les ultramarins, c'est l'outre-mer. Sans l'outre-mer, la France serait quand même une simple nation. Et malheureusement, beaucoup de métropolitains de l'Hexagone ignorent cette affaire. Donc là où j'ai voulu rebondir, je commence point par point. Je sais que beaucoup de partis politiques ici à Métropole, même discrètement, ils emploient la théorie de De Gaulle. De Gaulle avait dit quoi? La France n'a pas d'amis en Afrique, mais elle a des intérêts à défendre. Deuxième point, De Gaulle avait dit quoi? On doit faire de la France une nation d'élite et de domination. Et troisième point, c'est ça ce que nous vivons. Il avait dit quoi? Peu importe, mais le pouvoir, et c'est
appartient à celui qui a la force et les fusils. Donc on le voit au quotidien. Donc mes chers patriotes ici présents, permettez-moi encore de vous dire que par rapport à ça, j'ai voulu rentrer plus précisément et plus profondément sur l'affaire des Mayotte et Comores. Je vous rappelle que Mayotte n'a jamais été sur l'ensemble des Comores. Jusqu'à l'arrivée de la France, le 24 avril 1841, après avoir fait des négociations en 51 ans, à savoir en 1892 plus précisément, c'est là où la France a abouti à intégrer Mayotte dans l'ensemble des 3 autres îles. Sachant bien que ces îles, notamment l'île qui est plus proche, Anjouan, l'île d'Anjouan, était encore dominée par les Anglais. Et après avoir fait des négociations, et c'est là où les Anglais ont abandonné Anjouan pour que la France puisse quand même avoir toutes ces 4 îles. Et en 1912, il y a eu l'unification de ces îles avec Madagascar. Donc, lorsqu'on me dit aujourd'hui que Mayotte est comorien, désolé, je regrette. Vous n'avez pas suivi l'histoire. Et avant même l'arrivée de la France, il y avait une gouvernance dont, sur cette gouvernance, il y avait 3 ministres essentiels. Il y avait un ministre qui s'appelait Abdou, on l'appelait à Maoré Waziri Aboudou, qui était le papa de Abdourahman Abdou. Il y avait celui-là, il était en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères. C'était lui qui avait la diplomatie. Il y avait un ministre de la Justice qui s'appelait Kadi Oumar, le Kadi, c'est-à-dire des affaires religieuses. Il y avait Madani Taouria qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque avant l'arrivée de la France. Et par suite, c'est Papa Boudou qui est là, qui est né. Oui, celui qu'on voit là. C'est le fils du ministre des Affaires étrangères, Aboudou. Et c'est Aboudou, c'est Madani Taouria et les autres, c'était des Arabes originaires de Yémen, qui, à l'époque, ils avaient voyagé avec leur famille, arrivés à Mozambique. Après, ils sont venus à Mayotte. Parce que lorsqu'ils sont allés à la Grande Comore, la grande île des Comores, ils n'étaient pas accueillis, non plus en juin, et ils ont eu quand même cette hospitalité à Mayotte. Et là, ils étaient là, ils ont fondé leur famille, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des Français. Et par suite, il y a eu, vous avez tous entendu parler quand même du roi Sakalava qui s'appelle André Ansol, qui lui, il était chassé aussi à Madagascar, il a eu refuge à Mayotte, et à partir de là, il était là, mais il y a eu quand même un complot entre le commandant Passo avec son arme et André Ansol. Ils ont fait quoi? Ils ont renversé la situation, ils ont essayé de monter un coup, soit disant que, bon voilà, il y a eu une vente de Mayotte à la France, ce qui était faux, archi faux. Il y a eu un contrat qui a été fait, comme quoi la France reste à Mayotte, et cette notification, c'est lui qui l'avait fait, c'était le papa de Abdourahman Aboud, qui est connu au nom de Papa Aboud. Et de ces faits, ils étaient là. Lorsque Abdourahman Aboud, qui est là sur l'image, et son frère Swalihi Aboudou, qui est d'ailleurs le grand-père maternel de notre compatriote Hamada Salim, ils ont eu une éducation des princes à Madagascar, parce que leur papa les avait envoyés à Madagascar pour apprendre. Mais comme ils étaient tellement forts, ils ont eu l'opportunité d'être quand même des employés administratifs coloniaux, autant de colons. Mais entre-temps, Papa Aboud, ce monsieur, il était le premier gouverneur parmi les Noirs à Madagascar. Et comme il avait quand même
j'allais dire, galoper toutes les marches. Finalement, il était sur l'international. Et son frère avait su continuer d'être gouverneur aussi. Et par suite, quand Abdrahman était sur l'international aussi, il était diplomate, il était commerçant, il était tout, et que son frère avait pris les rênes, entre-temps, arrivé dans les années 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, que comme la France a vu que Madagascar commençait à se préparer pour être souverain, il a dit, bon, voilà, on va séparer les 4 îles de Comores pour qu'ils aient, en quelque sorte, un territoire. Et comme la France avait décidé de nommer Swalihi Aboudou comme le premier président de ces 4 îles, il y a eu un génocide. On a tué Swalihi. Il y avait Said Mohamed Cheikh, Ahmed Abdallah et ses consorts ont tué Swalihi Aboudou en 1949. Et 2 ans après, ils ont aussi empoisonné ses 2 fils qui s'appelaient Mounib et Samir, qui étaient au lycée Gallieni à Madagascar. Donc, oui. Donc, je voulais tout simplement vous dire que l'affaire des Comores et Mayotte, avant tout, c'est une affaire Comores-Mayotte et non pas la France, mais celui qui a joué quand même tous ces sketchs, c'est la France, c'est l'État français. C'est l'État français qui nous a mis dans cette merde. Donc on dit que soit la France reconnaît officiellement que c'est son propre territoire, ou bien on peut chercher une autre nation pour vivre avec, et puis la France, qu'il aille aux Comores. D'ailleurs, on a vu maintenant, j'ai conclu, d'ailleurs, permettez-moi de conclure, parce que surtout j'ai voulu insister là-dessus. Les gens qui disent que bon, on est des mêmes religions, des mêmes coutumes, des mêmes machins, mais attends, alors les Royaumes-Unis, il n'y a pas les pays de Galles, il n'y a pas l'Écosse, il n'y a pas l'Irlande et la Grande-Bretagne, ils ne sont pas des mêmes religions, ils ne sont pas des mêmes coutumes, et pourtant, chacun a quand même son drapeau. Merci beaucoup, Marie Hassani. Je pense que ce qu'on doit aussi pouvoir penser, c'est qu'il y a aujourd'hui, avec cette nouvelle donne au niveau international, avec ce que font les pays émergents, avec les nouvelles routes de la soie, l'idée qu'à un moment donné, on doit forcer, c'est ce qu'avaient dit quelque part les pays des BRICS quand ils se sont formés il y a quelques années, notamment le président indien avait dit c'est la première fois que des nations dans le monde se coalisent pour réfléchir non pas du point de vue de leur passé, mais du point de vue de leur avenir, du point de vue de ce qu'ils peuvent réaliser ensemble pour définir une nouvelle base d'existence, en fait, des nouvelles conditions, une nouvelle conception des choses et un nouveau développement. Et je pense que ce qu'on doit tirer comme enseignement, c'est que tant qu'on restera finalement dans une situation où la part du gâteau est de plus en plus petite, où il n'y a pas de développement, il sera toujours plus facile pour les puissances qui le souhaitent d'en tirer en fait l'épingle du jeu en divisant pour mieux régner. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter. Et c'est pour ça que nous, ici, on se bat. Voilà, on se bat pour que la France rejoigne les nouvelles routes de la soie.